Professeur Nicolas Franck, vous êtes psychiatre, responsable de l'enseignement de la psychiatrie à Lyon, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Covid-19 et détresse psychologique, 2020, l'Odyssée du confinement. Nous allons aborder dans cet entretien ce qu'est une bonne santé mentale et comment la maintenir lors des différentes crises que nous traversons actuellement, dont la crise sanitaire. Dans ce livre, vous avez étudié les effets particuliers du confinement sur la santé mentale à travers, entre autres, des études publiées par l'OMS et la revue scientifique Le Lancet. Vous avez également comparé les confinements liés au Covid face aux autres formes de confinement que vivent les astronautes, les spéléologues ou encore les détenus dans les prisons, par exemple. Quels sont les différents impacts d'un confinement sur un être humain ? Oui, alors par rapport à tout ce que vous avez cité, je voudrais juste préciser que dans ce livre, effectivement, il y a tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi les résultats d'une grande enquête que nous avons montée avec quelques collègues dès le début du premier confinement, en mars 2020 quand même. Et cette enquête a très bien marché, elle a touché 30 000 personnes en quelques semaines, parce que les gens étaient un petit peu dans la perplexité face à ce début de confinement, dans la reconstruction de leur quotidien. Et c'est cette enquête qui a permis finalement de voir quels étaient les déterminants protecteurs face à cette crise. Et ensuite, alors j'ai d'abord eu l'idée de l'enquête et je l'ai proposée à ces deux collègues et on l'a construite très vite, mi-mars, oui c'est ça, mi-mars, juste au début du premier confinement. Et ensuite m'est venue l'idée du livre où j'ai souhaité comparer ces résultats-là à ceux de différents travaux portant sur des professions ou des fonctions qui mènent à s'enfermer et à s'isoler. Mais en fait, ça s'est fait dans l'autre sens. Ça a d'abord été une enquête sur la population générale française et sa manière de faire face au confinement. L'idée, c'était de savoir comment les personnes allaient supporter une épreuve aussi importante. En fait, moi, j'étais comme tout le monde, complètement perplexe face à ce changement considérable de mode de vie. Je ne savais pas où on allait. C'était quand même la première annonce du président Macron. On était parti sur 2 semaines de confinement, mais on voyait tous fermés. Je traversais la ville avec les rideaux fermés, personne dans la rue pour aller à l'hôpital. Moi, je n'étais pas confiné, mais je traversais une ville désertique. Pas de voiture, pas de piétons, pas de magasins. C'était très impressionnant et je ne pouvais pas ne pas me mettre en harmonie en fait, avec ce qui se passait. Et je me suis dit, on va mettre en place une enquête pour essayer de comprendre comment les gens vont réagir, comment ils vont supporter ça. C'était une enquête sur la résilience et non pas sur les difficultés face à la crise. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais prendre du recul, je vais essayer de laisser une trace de cet événement historique, mondial. Et j'ai commencé à me mettre à ce livre et à voir ce qui se passait pour les spéléologues, les navigateurs solitaires, les sous-mariniers, les astronautes, etc. etc. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Alors justement, qu'est-ce que vous avez constaté comment les gens ont été résilients dans ces premiers confinements en 2020 et quels sont les points communs que vous avez pu constater avec les autres types de confinements, entre guillemets, mais plus ou moins volontaires, que sont les spéléologues, les astronautes, ou là les détenus, et là en l'occurrence c'est pas volontaire. Oui, les détenus c'est pas volontaire. Tous les autres confinements sont volontaires. La différence c'est que les gens se préparent et qu'ils sont d'accord. Mais ce sont toujours des petits nombres de personnes qui sont confinées. Un navigateur solitaire, par définition, il est tout seul. Un spéléologue, il peut être lui tout seul ou à plusieurs, mais c'est toujours des petits nombres. Ou évidemment, des astronautes, ça va être quelques-uns dans la capsule, aux navettes spatiales ou station spatiale internationale. Donc il y a cette notion d'aller volontairement vers une épreuve et de s'y être préparé, ce qui n'était pas le cas de la population mondiale lorsqu'elle s'est retrouvée enfermée chez elle, désœuvrée et sans objectif. Et parfois dans un isolement complet. Donc il y a des choses qui sont proches, et il y a des choses qui sont utiles du côté de ces différentes expériences, et puis il y a des choses qui sont différentes, et on a innové finalement en bloquant une grande partie de la population mondiale. C'était tout à fait incroyable. Donc ça produit un effet de sidération au début. Alors chacun a réagi à sa manière. Moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai écrit ce livre, j'ai fait cette enquête, parce que ça m'a permis finalement de supporter aussi mon propre confinement. Pour d'autres, ça a été se reconstruire un quotidien autour d'une activité, s'occuper de ses enfants, ou se consacrer dans son travail en télétravail à fond, ou faire de la musique, ou aller courir dans le kilomètre qui était autorisé à cette époque-là. Il y a presque 2 ans maintenant, ça paraît très vieux. Et chacun a reconstruit finalement un quotidien sur la base d'une sidération, d'une perplexité qui ont nécessité de tout reprendre à zéro. Les personnes les plus résilientes, finalement, s'en sont sorties bien et ont pu construire ce quotidien qui leur convenait. Et puis d'autres qui étaient les plus fragiles, qui avaient un seuil de vulnérabilité plus bas, se sont retrouvés dans une difficulté, dans une souffrance psychologique. Comment ça se matérialisait cette souffrance? Comment ça s'exprimait cette souffrance? Cette souffrance psychologique, elle a pu s'exprimer pour les moins fragiles, ceux qui avaient juste franchi le seuil entre si vous voulez, la santé mentale, c'est un continuum entre le parfait bien-être et puis la souffrance la plus extrême, avec 2 seuils, un seuil entre bien-être et mal-être.
si on veut simplifier, et être didactique, et puis un deuxième seuil entre mal-être et puis des troubles caractérisés. Les troubles caractérisés, ça peut être une dépression, un trouble anxieux, ou des troubles mentaux sévères, schizophrénie, troubles bipolaires, etc., etc. Quand on se contente de passer, comme nous tous, hein, quand on s'est senti moins bien, on a pu franchir ce premier seuil, si on était très affecté par cette période, surtout si on était isolé avec certains facteurs de fragilité supplémentaires, tout seul, sans travail, sans rien. Quand on a franchi ce premier seuil, on s'est retrouvé finalement peut-être irritable, incapable de se projeter dans l'avenir, avec des troubles du sommeil, avec une perte de l'appétit, avec un sentiment d'impuissance face à quelque chose qui nous dépassait complètement, une incapacité donc à se projeter dans l'avenir et petit à petit un vécu dépressif. Ça, c'est ce qu'une bonne partie de la population française et mondiale a pu ressentir. Ce qui est intéressant dans tout ça, vous voyez, c'est qu'on a pu parler de santé mentale au sens large et considérer enfin que la santé mentale nous concernait tous, alors qu'auparavant c'était quand même quelque chose de tabou, qu'on laissait de côté. Santé mentale, c'était synonyme de problème de santé mentale qu'on ne voulait pas voir. Là, enfin, la population s'est penchée sur sa propre santé mentale et s'est dit que c'était aussi un des éléments de notre santé, un des domaines de notre santé qu'il fallait préserver. Ça, c'est un des effets collatéraux positifs de la crise, je trouve. Et donc cette dégradation, elle dépend du seuil de vulnérabilité. Pour les personnes qui allaient bien et qui ont été soumises à un stress très fort, ça a pu être franchir ce premier seuil, aller de bien-être vers mal-être, avec des caractéristiques spécifiques comme celles que je vous décrivais tout à l'heure. Et pour ceux qui étaient déjà dans le mal-être, ça a pu les faire plonger dans un trouble anxieux caractérisé ou une dépression caractérisée, avec là vraiment une incapacité à affronter le quotidien et la nécessité d'entrer dans des soins. Quel type de soins, par exemple ? Différents types de soins possibles. C'est d'abord des soins non pharmacologiques, c'est-à-dire une psychothérapie, avoir l'aide d'un psychologue. Ça peut être des choses comme la pratique du sport, qui est efficace contre la dépression, la pratique d'une activité physique, à laquelle certains se sont adonnés d'ailleurs spontanément pour se protéger pendant ce premier confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des expériences de salles de sport en chambre, dans une pièce pas plus grande que celle-ci, parce que les gens qui avaient envie d'investir ce domaine s'étaient parfois donné les moyens d'y aller à fond. Donc pour lutter contre la dépression, ça peut être des thérapeutiques non médicamenteuses comme la psychothérapie, ça peut être la pratique de la méditation, ça peut être la pratique de la relaxation, la simple pratique d'une activité physique. Et puis pour les personnes qui ont une dépression plus sévère, on envisage la prescription d'un médicament antidépresseur. Pour revenir au confinement, est-ce qu'on a quelques chiffres des pourcentages entre guillemets de la population qui ont bien résisté, moyennement résisté, pas résisté ? Alors on a simplement les chiffres globaux des enquêtes Coviprev, qui ont été récurrentes à partir à peu près de la même période, c'est-à-dire du printemps 2020 et jusqu'à fin 2021 à peu près, je ne sais plus de quand était la dernière vague, mais on voit qu'environ un quart de la population a une santé mentale qui était altérée de manière significative, et trois quarts s'en est sorti mieux. 25%, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Alors 25%, c'est quand même le chiffre qu'on a au cours de la vie, de troubles psy au cours de la vie d'habitude. Par contre, là, on les a eu concentrés en un même moment. Oui, c'est énorme. Et puis, c'est 25% qui ont des troubles caractérisés. Ça veut dire quoi exactement, ceux qui ont franchi le deuxième seuil. Et comment, justement, on le détermine ? Moi, je dirais, le critère le plus simple, c'est ne plus pouvoir affronter le quotidien, sans une aide médicale. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Ça, c'est une dépression caractérisée. La personne ne s'en sort pas, ne peut plus travailler, ne peut plus éventuellement se faire à manger, ne peut plus discuter avec ses proches, ne peut plus faire face, quoi. Un trouble anxieux très sévère, la personne ne peut plus faire face non plus. Ça, c'est le deuxième seuil. Entre les deux, ça, c'est encore plus de monde. C'est le mal-être, avec les signes spécifiques dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est une bonne partie de la population. Les Chinois l'avaient quantifié dans une enquête qui a précédé la nôtre, et c'était la moitié de la population qui avait des signes de mal-être. La moitié de la population ? Oui, avec un confinement beaucoup plus strict à Wuhan, début 2020. Oui. Plus vous mettez de la pression sur la population, plus c'est difficile, et plus finalement vous faites franchir le seuil de vulnérabilité à un grand nombre de personnes. Là-bas, c'était le confinement militaire, beaucoup plus strict. Alors en France, ça a été comme ça, mais un peu plus édulcoré. Qu'est-ce qui impacte, entre guillemets, significativement la santé mentale dans ces cas-là ? Parce que c'est multifactoriel. Il y a l'impuissance, il y a on ne sait pas l'avenir, entre guillemets. La capacité à se projeter dans l'avenir, le désœuvrement. Voilà. Et un des facteurs principaux qu'on a pu montrer dans l'autre sens, en tant que facteur de résilience à travers notre enquête, c'est l'isolement social. En fait, un des facteurs protecteurs principaux, c'était les interactions sociales. Ça, c'est très important et très intéressant. C'est vraiment un des déterminants primaires de la santé mentale. Donc le fait d'être enfermé et de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations, le fait de ne pas pouvoir accéder à la culture, le fait de ne pas pouvoir échanger avec d'autres, de se retrouver isolé, donc c'était bien pire pour ceux qui étaient seuls. Enfin, toutes ces contraintes qu'on a imposées à la population, cette perte de liberté est en soi un facteur d'altération de la santé mentale.
Vous parliez des prisonniers tout à l'heure, la perte de liberté, enfin on sait très bien qu'en prison, la plupart des personnes sont souffrantes. Alors certains, étaient déjà souffrantes, certaines personnes étaient déjà souffrantes auparavant, mais d'autres sont devenues souffrantes au fil de la peine d'emprisonnement, surtout pour les peines avec isolement. Oui, parce que vous racontez des choses dans votre livre qui sont assez atroces. Ben, oui, complètement. Donc quand on met des personnes toutes seules pendant longtemps, ben, effectivement, leur cerveau compense finalement l'isolement par la production de symptômes psychotiques. En fait, on se crée un autre qui est indispensable à notre bien-être. Et donc on le recrée sous forme d'hallucination. Ouais. Ça, c'est dans les cas extrêmes où les gens sont isolés pendant des semaines, voire des mois. Complètement, mais c'est un phénomène classique, y compris pour des navigateurs solitaires. Quand on est tout seul, ben, on peut se parler à soi-même finalement, sous la forme d'une voix qui est projetée à l'extérieur et qui nous revient par les oreilles ou à l'intérieur de la tête. Ça nous permet de survivre en fait. Bah, je ne sais pas si ça nous permet de survivre, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme ça. En tout cas, le cerveau produit l'autre automatiquement parce qu'il en a besoin, parce qu'il est habitué à interagir avec l'autre. Et alors sur ces 25% de personnes qui ont eu une santé mentale très altérée pendant les confinements, avec les confinements qui s'arrêtent et s'estompent, et puis on l'espère définitivement pendant un certain temps en tout cas, est-ce que la santé mentale revient à l'état dans lequel elle était avant ? Alors ça, c'est un phénomène qui est très classique en psychiatrie. C'est plus facile de descendre que de remonter. En général, on remonte marche par marche avec de l'aide quand on a franchi certains seuils, surtout le deuxième seuil dont je vous parlais. Par contre, s'effondrer, y tomber, ça peut être plus rapide, en fonction de déterminants qui sont externes et puis internes également. Donc effectivement, certaines personnes ont récupéré, et puis d'autres se sentent encore mal, en parlent encore. Oui, moi, c'est mon métier, donc j'en vois tous les jours. Hein. Évidemment, c'est difficile. Et puis vous rajoutez à tout ce qui s'est passé, à tous ces facteurs spécifiques, des traumatismes qui sont liés éventuellement à la perte de quelqu'un, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts en France et dans le monde. Donc assister au décès de quelqu'un, ou même avoir perdu quelqu'un, c'est difficile. Il y a eu des choses qui ont été vraiment très très dures, à titre personnel ou professionnel. Parce qu'il faut penser aussi à tous ceux qui ont pu travailler en réanimation, dans les EHPAD, ou toute autre condition où les personnes étaient confrontées finalement à tous ces décès. C'était un nombre considérable à ce moment-là. Nous sommes début 2022, donc ça fait 2 ans qu'il y a eu le premier confinement. Les gens que vous recevez encore et qui sont marqués par ces confinements successifs, quels sont leurs symptômes en général, en moyenne ? Ça peut être... C'est quand même quelque chose qui commence à rentrer dans leur histoire. C'est souvent une trace de vécu qui les met mal à l'aise, qui leur laisse une certaine douleur. Enfin, c'est plutôt de l'ordre de la dépression en général. Mais puis certains ont intégré effectivement ça dans des épisodes de vie où il y a eu d'autres facteurs qui ont été douloureux pour eux. Hein. C'est intégré dans leur histoire finalement de difficultés psychiques. Mais après, c'est variable d'une personne à l'autre. Pour certains, c'était quelque chose qui a pu les persécuter parce qu'ils avaient une fragilité de ce côté-là. C'était des personnes avec schizophrénie, par exemple, qui vivaient le monde extérieur comme un petit peu agressif. Pour des anxieux, c'était un phénomène très anxiogène puisqu'ils avaient peur de se contaminer. Et puis pour des personnes qui étaient déjà déprimées auparavant, ça a été une aggravation par l'isolement, par la contrainte de ne rien pouvoir faire. Il y avait déjà le vécu interne de ne rien pouvoir faire, cette impuissance qui était à l'intérieur d'eux, et due à leur dépression intérieure, aggravée par le fait que de toute façon il était impossible de faire quoi que ce soit. Donc tout ça c'est venu à s'accumuler et à aggraver finalement des phénomènes qui étaient déjà présents, ou à révéler des phénomènes qui ne se seraient peut-être pas manifestés en l'absence d'une telle catastrophe mondiale. On a une idée à peu près de la proportion des gens qui sont restés pas bien depuis tous ces événements ? Oui, si on prend la dernière enquête pour Coviprev, on était encore à une personne sur 4 ou 5 qui se sentait mal. Hein. C'était il y a quelques mois simplement. Donc ça n'a pas beaucoup baissé. En fait. Non, on n'était pas dans le premier confinement, non, puisqu'on a observé, alors là sans parler de Coviprev, dans notre simple enquête, la montée depuis Lyon, mais qui a touché toute la France, on a vu qu'en fait le deuxième confinement, ça c'est pas dans le livre, on l'a publié à part, a été pire que le premier. Pourquoi ? C'est le phénomène d'accumulation. D'abord, il y a eu plusieurs épreuves. Il y a eu le premier confinement, le déconfinement, l'espoir, parce que les gens, pendant l'été, pensaient que c'était fini, le désespoir quand le virus est réapparu à l'automne, et puis l'aggravation encore due à un confinement en plein automne, avec peu de luminosité. C'est la période de la dépression saisonnière. Hein. L'être humain a besoin quand même de la lumière du soleil, et puis là, il n'y en a pas. Vous rajoutez ça à l'enfermement, à la perte de projection dans l'avenir, parce que là, les gens ont commencé à se dire la crise n'est pas finie, elle est sans fin, elle se finira peut-être jamais. C'était extrêmement difficile. Les périodes de fête de fin d'année, c'est un moment difficile, en particulier pour ceux qui sont les plus fragiles. Et là, on est venu rajouter un confinement.
alors qui heureusement a été élevé avant les fêtes de Noël, hein, comme en 2021 d'ailleurs, ces 2 années c'était pareil. Mais quand même, c'était extrêmement difficile. Donc ce qu'on a constaté, c'était pour la population générale et pour les étudiants, que le bien-être mental, qui est un reflet de la santé mentale, avait baissé en moyenne pour toute la population, plus fortement pendant le 2e confinement que pendant le 1er confinement. En revanche, il y avait un étalement plus important. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui était une courbe qui était très serrée avec beaucoup de personnes souffrantes, du côté droit de la courbe, là on avait un étalement avec une courbe plus large, des personnes qui s'étaient bien adaptées, améliorées, et puis beaucoup de personnes dont l'état mental s'était beaucoup dégradé. Donc ça s'était aggravé pour certains, amélioré pour d'autres. Les écarts s'étaient creusés. Alors justement, pour agrandir un peu plus le spectre, on est comme dans une société qui vit de plus en plus de crises, qui est secouée par des crises diverses et variées malheureusement. Donc là, une crise sanitaire, mais enfin on vit une crise écologique un peu lancinante, un peu en permanence. Il y a de plus en plus d'angoisse et d'anxiété. Quels conseils vous pouvez donner pour gérer, je ne sais pas si on peut gérer cette angoisse, tout du moins la diminuer, des conseils pratiques au quotidien? Les conseils pratiques dans toute crise, hein, y compris les différents confinements, c'est toujours les mêmes, c'est s'appuyer sur les autres. Donc c'est utiliser le mécanisme le plus commun et le plus utile, qui est celui de l'entraide. Quand on parle de quelque chose qui nous fait peur, on le partage avec d'autres, et finalement, le poids est partagé également. Donc ne pas garder ses angoisses pour soi. Ne pas garder pour soi, structurer son quotidien. C'est-à-dire à construire ses journées avec des éléments qui vont être positifs pour soi, des temps de loisirs, des temps professionnels. En tout cas, pas laisser les choses finalement être complètement envahies par la rumination anxieuse, par l'objet d'angoisse, enfin, la manifestation qui nous fait peur, que ce soit le virus ou l'éco-anxiété ou je ne sais pas quoi. Donc se faire un planning quotidien d'activité? Oui, c'est ça, pas tout construire autour de ça, avoir un planning d'activité, parce qu'on peut facilement passer sa journée à ruminer et puis finalement reporter ce qui va être plus plaisant pour nous. Donc il faut en quelque sorte un peu s'imposer de faire des choses qui sont propices à notre bien-être. Que ce soit des choses, des tâches professionnelles ou des tâches personnelles de loisirs. Si c'est le professionnel, ne pas laisser non plus son planning être envahi par ça. Et surtout avec la partie télétravail, ça a été facile de ne plus partager les temps personnels et professionnels et de ne plus se consacrer aucun temps. Pas de pause à midi, pas de repas structuré, pas de temps pour se reposer même le soir, des réunions qui débordent jusqu'à 22 h, et puis finalement un épuisement professionnel alors qu'on est chez soi. Ça, de manière très étonnante, dès le printemps 2020, on a vu ça. Ah oui, alors c'est intéressant, oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au télétravail de manière durable, du coup, avec cette crise. Quels sont justement les risques? Attention, oui, ça peut convenir à certains, et puis pour d'autres, ça peut être difficile, parce que le risque, c'est que c'est sans limite. Quand vous allez travailler et que vous quittez votre lieu de travail, normalement, ça se termine à peu près. Bon, de moins en moins avec les smartphones, mais quand même, on n'est plus sur le lieu de travail, on est sur une période qui est pour soi. Quand on travaille sur son écran chez soi, il n'y a plus de distinction entre vie privée et vie professionnelle. Donc le risque, c'est le surmenage. Ça, c'est un des risques. L'autre risque, c'est de ne pas travailler correctement, de ne pas investir son travail. Il y a les deux risques, les deux extrêmes qui cohabitent. Donc il faut être très structuré, en fait. Plus on est structuré, mieux c'est. C'est-à-dire, à partir du moment où ça devient son lieu de travail, pratiquement, son écran, il faut le quitter de temps en temps, y revenir, et puis limiter le temps qu'on passe dessus. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça va être aussi dans les conseils pratiques, prendre de vrais repas. En fait, la santé du corps retentit sur la santé de l'esprit. Donc c'est important de s'alimenter correctement. Un vrai repas, vous pouvez nous redéfinir au cas où? Un vrai repas, oui, il faut demander au diététicien, mais c'est un repas équilibré avec des fruits, des légumes, de la viande, plusieurs plats qui se succèdent, quelque chose qui soit bon, donc pas un sandwich. Qui nous fasse plaisir. Pas un seul sandwich, encore que le sandwich, c'est pas ce qu'il y a de pire, parce que ce qu'on a vu au printemps 2020, c'était des gens qui mangeaient des barres chocolatées ou des chips. Les Français ont pris, je crois, 3 kilos en moyenne. Donc l'alimentation s'est déstructurée, le sommeil s'est déstructuré, et la santé mentale s'en est ressentie. Est-ce qu'on connaît, enfin on les connaît, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens entre justement la santé physique, ce qu'on mange, et la santé mentale? Comment ça marche? Ça marche, si vous voulez, la santé mentale, elle dépend quand même d'un organe qui est le cerveau. La santé mentale, elle n'est pas indépendante de la santé du corps. Si vous ne vous nourrissez pas, le cerveau, je vous rappelle qu'il consomme une grande partie du sucre que vous absorbez. C'est son aliment principal, il en consomme vraiment beaucoup. Si vous ne mangez pas, que vous êtes en hypoglycémie, ça va être difficile pour vous. Vous allez avoir un sentiment d'inefficacité, et ce sera complètement normal. Il faut vous alimenter régulièrement, de manière à ce que votre cerveau et votre esprit soient bien nourris, en quelque sorte. Et puis il y a la notion de plaisir aussi qui va avec. L'alimentation, c'est avant tout du plaisir. Faire un vrai repas, c'est un temps d'échange avec d'autres, c'est un temps de partage de quelque chose qui est agréable, du point de vue gustatif, du point de vue olfactif, de plein de points de vue, pour la texture et tout. Enfin, il faut en profiter, le repas c'est important. C'était dans la culture française, mais là ça s'est déstructuré. Donc restaurons ces repas.
Quels autres conseils vous pouvez donner pour éviter de se laisser submerger par l'angoisse, par l'anxiété avec toutes les crises? Quand c'est une crise dont on sait qu'elle a une durée limitée, même quand c'est quelques années comme une épidémie, ce qui est intéressant, c'est de se projeter au-delà. C'est de se dire, bah voilà, là je suis dedans, voilà les contraintes que ça m'impose, voilà ce que je fais pour supporter cette période-là, mais voilà ce que je ferais quand j'en serais sorti. Alors peut-être que justement, je me suis rendu compte que je pouvais moins utiliser ma voiture, moins faire de trajets dans tous les sens, y compris pour les voyages, que je pouvais m'apaiser un petit peu et peut-être plus dans une attitude plus responsable du point de vue écologique. Peut-être que ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être au contraire, je vais me projeter dans plein de voyages, hein, c'est l'attitude contraire parce que ça va convenir à cette personne-là. Parce que là, j'ai été contraint de rester chez moi, c'est insupportable, et moi j'ai besoin de visiter tel et tel pays. Ça peut être, oui, je n'allais pas au théâtre et au cinéma parce que ça a été longtemps fermé. Et puis là, j'en profite à fond. Ça peut être tout ce qui correspond à ce que souhaite la personne et ce qui lui est utile en fait. Mais en tout cas, se projeter au-delà et s'imaginer en dehors de cette période de crise ou de catastrophe, ça c'est quelque chose qui est de nature à permettre de supporter cette crise ou cette catastrophe. Oui, alors qu'effectivement, quand on était dans début 2020, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer, Oui. ça revenait. Oui, c'était censé durer peu, mais peut-être on se rendit compte déjà que ça allait durer longtemps, surtout quand on a vu les 2 semaines devenir 4 semaines, puis 8 semaines pour le premier confinement, puis qu'on a vu un deuxième confinement, là on a bien compris que ça mettrait longtemps à se terminer. Et puis après, on est dans l'incertitude, c'est accepter l'incertitude, et pour accepter l'incertitude, il y a structurer son quotidien, et puis s'imaginer en dehors de cette période d'incertitude. Il n'y a pas beaucoup d'autres manières de faire. Hein. Et puis structurer son quotidien avec d'autres, c'est-à-dire faire ce qui est autorisé au maximum et ce qui est plaisant pour soi, et aider les autres aussi, le sentiment d'utilité, ça c'est protecteur. Ça c'est quelque chose qui définit notre place sociale, c'est quelque chose qui renforce notre santé mentale, le sentiment d'utilité. C'est pour ça que les professionnels de santé, ayant été très valorisés, se sont sentis mieux que les autres, dans notre enquête d'ailleurs au printemps 2020. Alors cette santé mentale, c'est beaucoup moins dégradée que celle d'autres personnes de la société, parce qu'ils étaient applaudis tous les soirs. Ouais. Et le sentiment d'utilité était très fort, alors qu'il fallait beaucoup travailler, parce que l'hôpital était en pleine restructuration pour éviter la déroute complète. On ne savait pas du tout ce qui se passerait, on ne connaissait pas le taux de mortalité, on a créé des tas d'unités Covid dans tous les hôpitaux qui finalement n'ont pas forcément servi, parce qu'on pensait submerger tout un tas de cas tout de suite, alors qu'en réalité, avec la fermeture d'un certain nombre de services, les gens qui n'allaient plus aux urgences, il n'y a pas eu tant de cas tout de suite, c'est venu après. Et est-ce qu'on connaît les impacts de l'anxiété justement sur la santé physique? Il y en a plein, effectivement. Ça passe par la sécrétion de certaines hormones, hein, hormones du stress, les corticostéroïdes, hein, qui à force peuvent créer des lésions dans différents organes, y compris dans le cerveau. Le stress n'est pas bon pour la mémoire, par exemple, à terme. Ça va altérer le développement de certains neurones, ça va altérer la connectivité cérébrale dans certaines zones nécessaires à la mémorisation. Donc le stress, il ne faut pas l'avoir en permanence, c'est quelque chose qui est nuisible pour le corps. Donc on a besoin de pouvoir prendre de la distance pour ne pas ressentir ce stress, pour se préserver en fait. Donc j'imagine que la place du sport, de l'activité physique est aussi très importante. Oui, la place du sport et puis notre manière de considérer le monde. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le fait de pouvoir prendre de la distance par rapport à ces événements-là, et le fait de pouvoir s'extraire un petit peu de ces pensées qui finalement sont à la fois la manifestation et l'expression du stress, mais aussi un facteur d'entretien. Donc le fait de se distancier un petit peu, de pouvoir investir d'autres champs, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les champs du quotidien, se projeter au-delà, ça c'est aussi une manière de se protéger. Alors une question aussi, ça concerne les informations dont on est abreuvé en permanence. Ça aussi, c'est facteur de stress. Les gens qui regardent beaucoup la télévision ou qui écoutent beaucoup les informations sont souvent plus angoissés, ce qui semble normal vu qu'on a plutôt des informations angoissantes. Comment on fait par rapport à ça pour se préserver un peu ? Écoutez, ça c'est ressorti dans notre enquête du printemps 2020. Alors on a demandé, dans une des questions, vous pourrez regarder les résultats de l'enquête, sont dans le livre, hein, Covid-19 et les stress psychologiques. On a demandé aux gens ce qui leur permettrait de surmonter la crise. Alors, en premier, vous aviez les autres, partager avec autrui, les connaissances scientifiques, enfin plein de choses comme ça, il y avait la réponse possible. Mais à 3%, 3% des gens ont répondu les médias. Donc eux, ils n'y croyaient pas du tout aux médias, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de médias d'analyse, il n'y avait pas de recul, c'était que des chaînes d'information, et la DGS reprenait le chiffre des morts, voilà, c'était pour permettre aux gens de se confiner, et voilà, de respecter les règles, mais à force de nous seriner le nombre de morts, le nombre de cas en réanimation, en permanence, et ça s'était repris en boucle par les chaînes d'information. Ça, c'était extrêmement anxiogène pour les personnes, et ça s'est ressorti dans l'enquête, hein, ça c'est certain.
Donc effectivement, la presse d'analyse, c'est bien. Se tenir au courant, c'est bien. Par contre, se répéter en boucle, se faire passer en boucle des informations négatives, non, ce n'est pas bien. Donc si on regarde une chaîne d'informations en boucle, on coupe au bout de la première boucle. On ne laisse pas ça brancher parce que ça, en fait, ça envoie des informations stressantes sur le cerveau et ça retentit sur nous, quoi. Et pour les personnes dont l'angoisse impacte aussi leur sommeil, est-ce que vous avez des outils un peu pratiques à leur conseiller? Les troubles du sommeil, ça ne se gère pas en s'imposant d'aller se coucher à telle ou telle heure. Ça se gère plutôt en s'imposant de se lever à une heure fixe pour pouvoir être fatigué le soir en ayant eu une activité physique et intellectuelle soutenue au cours de la journée, c'est-à-dire sans faire des siestes n'importe quand. Enfin, plus le sommeil est désorganisé comme ça, plus on se laisse aller, moins on a d'activité, moins on va dormir la nuit, plus on va être anxieux, et plus on est anxieux, moins on dort. C'est un cercle vicieux. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, structurer ses journées et s'imposer une activité minimale, ça c'est aussi bon pour le sommeil, dont on n'a peut-être effectivement pas assez parlé dès le début de la crise. Mais oui, c'était une des manifestations du mal-être. Est-ce que des choses comme la méditation, il y a des outils d'auto-hypnose maintenant qu'on trouve un peu facilement sur Internet? Oui, chacun doit trouver ce qui lui convient. Effectivement, ces applications sont très bénéfiques à certaines personnes qui en tirent le meilleur parti. Pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver ce qui vous convient. Chacun doit trouver ce qui lui convient. Donc pour résumer, structurer, si on peut donner des conseils au global pour que les gens gèrent mieux ces périodes compliquées qu'on vit en ce moment. Structurer sa journée le plus possible, pas trop regarder d'informations anxiogènes. Oui, c'est ça, s'appuyer sur les autres et puis ne pas oublier les autres, voilà. Investir des domaines qui nous sont bénéfiques, dont on sait qu'ils nous sont bénéfiques, que ce soit des domaines culturels, des activités de loisirs diverses et variées, la pratique d'activités physiques ou toute autre chose qui nous est bénéfique. En fait, il faut prendre soin de soi. Et si on prend soin de soi, on pourra prendre soin des autres et vice-versa. Mais commencer par prendre soin de soi avant de prendre soin des autres? Il faut faire ce qui convient. Certains prennent soin d'eux-mêmes en prenant soin des autres, et d'autres vont commencer par eux pour aller vers les autres. Ça dépend de comment on est construit, mais oui, les deux en tout cas, c'est sûr. Super, merci beaucoup professeur. Avec plaisir, merci à vous.